Le grand débat en effet de ce vendredi avec nos débatteurs, nos trois plumes au profil bien différent. Elisabeth Geffroy, philosophe, bonjour. Bonjour Simon. Guy Barré, journaliste, bonjour à vous. Bonjour. Et Jean de Saint-Chéron, essayiste, bonjour à vous Jean. Bonjour Simon. Alors pour ce grand débat, j'ai sélectionné un certain nombre de sujets, il y en aura peut-être un peu trop, on verra, l'actualité particulièrement riche. Premier thème, la fin du droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur entend par ce moyen lutter contre l'immigration illégale sur l'archipel. Et ça fait beaucoup réagir, peut-être sur ce plateau aussi, qui souhaitent se lancer sur ce sujet épineux. Jean ? Oui, moi je veux bien dire 2-3 mots. Simplement, évidemment, il y a un problème propre à Mayotte, dont la maternité n'est pas loin d'être la première de France, et où 70% des enfants qui y naissent ont une mère étrangère. Donc, c'est effectivement très particulier comme situation. Néanmoins, pour remettre les choses un peu à leur place et peut-être couper court aux interprétations hâtives qui disent qu'il y aurait des parents étrangers qui iraient faire accoucher une maman à Mayotte pour que leur enfant soit immédiatement français, rappelons quand même en quelques mots comment fonctionne le droit du sol aujourd'hui en France. Oui. Donc concrètement, un enfant qui a vu le jour sur le territoire français d'un parent également né en France est français. Ça s'appelle le double droit du sol. Tout comme d'ailleurs un enfant né de deux parents apatrides, mais ça c'est extrêmement rare évidemment. En revanche, si les deux parents sont de nationalité étrangère et nés à l'étranger, un enfant né en France peut devenir français à partir de ses 13 ans s'il vit en France depuis au moins 5 ans. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'aller accoucher pour dire « bouboum, miracle, t'es français mon petit ». Sous réserve, ou alors à 18 ans, s'il a habité en France au moins 5 ans depuis ses 11 ans et qu'il y vit toujours. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de conditions. Sachant qu'à Mayotte, depuis 2018, depuis la loi Asile-Immigration, il faut prouver en plus qu'au moins un des deux parents était en situation régulière depuis plus de 3 mois en France lors de la naissance de l'enfant. Donc si on est simplement, si vous voulez, un migrant clandestin qui débarque pour aller à la maternité, ça ne marche pas du tout, puisqu'il faut être en situation régulière depuis au moins 3 mois. Or, qu'est-ce qui se passe à Mayotte finalement ? Si on se base sur les déclarations de Gérald Darmanin, c'est bien le droit du sol dans son ensemble, y compris le double droit du sol, qui disparaîtrait à Mayotte. Or, on a entendu aussi sur ce sujet énormément de choses. Est-ce que c'est un droit très ancien en France, le droit du sol ? Est-ce que la tradition française veut que ce soit le droit du sol ? En réalité, ça remonte effectivement à très très loin, à la fin du Moyen-Âge. Et ça entre dans la loi française à la Renaissance, au tout début du XVIe siècle. Mais effectivement, il y a eu une petite parenthèse au XIXe siècle entre le Code civil et 1889, où le droit du sol redevient la norme, où la transmission de nationalité se fait par le père. Mais finalement, c'est une exception dans l'histoire de France d'environ 80 ans au XIXe siècle. Vous l'avez dit, cette annonce remet en cause un principe historique en France. Elisabeth Geffroy, peut-être ? Oui, je pense que le préalable de cette discussion, c'est quand même de bien rappeler la situation à Mayotte. C'est une situation proprement exceptionnelle. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a plus de seulement 30% des jeunes qui ont effectivement un travail. 30% de l'habitat et de l'habitat insalubre, c'est-à-dire des bidonvilles. Le niveau de violence est endémique. Dans la plus grande ville de Mayotte, Mamoudzou, vous ne pouvez pas faire la nuit dans beaucoup de quartiers, plus de 100 mètres à pied, seul dans le noir, sans risquer de vous faire planter immédiatement. Si vous rentrez chez vous au centre de l'île, vous devez organiser des convois à plusieurs voitures pour essayer de survivre aux coupeurs de route potentiels. J'ai eu l'occasion d'aller à Mayotte quand j'ai travaillé au Parlement européen dans le cadre d'un déplacement politique. La situation sur place est inimaginable. Et tout ce qu'on entend en métropole sur cette île est bien en deçà de la situation réelle des Mahorais. On parlait de la maternité. Une Mahoraise, quand elle apprend qu'elle est enceinte, une des premières mesures qu'elle prend, si elle en a les moyens, c'est d'organiser son accouchement hors de Mayotte. Donc prendre un avion, réserver un billet pour aller à La Réunion, qui a 1h30 d'avion, ou traverser le monde pour aller en métropole accoucher. Parce que c'est les conditions d'accouchement dans les maternités de Mayotte sont absolument apocalyptiques. Donc déjà, il faut quand même prendre conscience de ce qui se passe sur cette île. Les écoles, beaucoup d'écoles sont entourées de fils barbelés. Vous vous promenez à l'extérieur d'une école, vous pouvez avoir l'impression que c'est un pénitencier. C'est vraiment la situation, je pense qu'on ne l'imagine pas bien. Donc face à la gravité de cette situation, les mesures de Darmanin peuvent sembler symboliquement
une rupture, une discontinuité incroyable, il se passe quelque chose. Je pense que ce n'est pas le cas et qu'en fait, c'est à peine la première marche d'un grand escalier qu'il faudrait monter pour commencer à régler les problèmes d'immigration à Mayotte. Et plus généralement, ça rejoint un certain traitement de la question de l'immigration par la gauche et les réactions indignées qu'on entend, pour moi, rejoignent toujours la même pièce de théâtre qu'on essaye de nous jouer. On a une grande séquence sur l'immigration fin décembre, quand le même général Darmanin a essayé de faire passer sa loi à l'Assemblée nationale. Que n'a-t-on pas entendu de la gauche ? On a entendu ces professionnels de l'indignation pousser leurs cris d'orfraie, expliquer que c'était de l'ignominie, de l'infamie, le retour du fascisme. Enfin, chacun y allait de son petit mot. Et quand on les entend, quand on assiste toujours à cette espèce de même pièce de théâtre, qui est du théâtre, honnêtement, avec des mauvais acteurs et un mauvais scénario, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. La réalité, c'est que autant dans la loi immigration de fin décembre que dans ces mesures annoncées par Darmanin, au fond, il ne se passe rien, eu égard à la situation. En tout cas, ce sont des mesurettes. Il y a 3 mesures minimalistes, voire insignifiantes, qui se battent en duel. Et par rapport à l'ampleur du problème, il ne se passe presque rien. Et d'ailleurs, les Français ne se laissent pas spécialement intimider par ces cris d'orfraie. 73% des Français se disent pour la suspension du droit du sol à Mayotte. Donc, ça montre bien quand même ce qu'il faut. Même la gauche qui se pose en opposant des mesures dures contre l'immigration, son propre électorat veut un durcissement des mesures immigration. Il y a des sondages qui étaient sortis pendant la présidentielle qui l'avaient montré. Donc, je pense qu'il faut quand même remettre un petit peu tout ça dans son contexte. Quant à Gérald Darmanin, qui était très fier d'annoncer ça comme si c'était une mesure très forte, pour moi, c'est vraiment la méthode Darmanin depuis le début, c'est-à-dire qu'il adore toucher au totem, à ce que sont les piliers dogmatiques de la gauche. Donc, il parle de l'abolition du droit du sol. Tout le monde se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? C'est très grave, c'est nos fondamentaux constitutionnels qui sont attaqués. » Donc, la gauche s'indigne. Là, il pense que ça va plaire à la droite de voir la gauche s'affoler ainsi. Et il passe pour quelqu'un de transgressif qui prend des mesures difficiles, alors qu'à la fin, il ne se passe jamais rien. Ou presque. Guy Barré prend des notes, il a des choses à dire. J'ai des choses à dire. Il y a un problème, évidemment. Ceux qui sont illégalement à Mayotte, ce sont ceux qui viennent des autres îles des Comores. Mais ce n'est pas un problème d'immigration classique. Même si le niveau de vie est très faible chez les Mahorais, il est encore supérieur à celui des habitants des autres îles. La grande différence des autres questions d'immigration, car les immigrés en France qui viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne le viennent, et ce sont pour des raisons effectivement économiques également. La grande différence là-bas, c'est que le pouvoir à Anjouan, non seulement n'empêche pas les gens de partir, mais il leur facilite et il refuse évidemment qu'ils soient expulsés vers Anjouan ou la Grande Comore. Alors que pour l'immigration qui est sur l'Hexagone, eh bien, le pouvoir peut inciter les pays du Maghreb notamment à empêcher leurs ressortissants de venir et les exhorter à reprendre ceux qui sont expulsés. Mais là-bas, ça tient au fait que les dirigeants d'Anjouan considèrent que Mayotte fait partie de leur territoire. Aussi, je suis allé à Mayotte, mais juste après l'indépendance, j'ai fait un reportage qui s'appelait « Cette île qui veulent rester française ». Et donc, c'était pour eux, et d'ailleurs c'est conforme à l'ONU, comme le référendum globalement a été favorable à l'indépendance, ça concernait toutes les îles, même si telle île était pour ou telle île contre. La seule qui était contre l'indépendance était Mayotte. Donc, quand on leur dit il faut reprendre vos ressortissants, pas du tout. Ce sont des Comoriens qui vont dans une île des Comores. Donc, ce n'est pas un problème d'immigration. Ce qui fait que on ne peut pas compter sur la coopération des autorités anjouanaises. Sur la question du droit du sol, c'est vrai que c'est depuis très longtemps, mais ça ferait partie, ce serait constitutif du droit au-delà, même de l'âme française. Mais si le critère pour ne pas modifier une loi était que c'est depuis des siècles, si ce n'est des millénaires, dans nos mœurs ou dans notre loi,
il faudrait aussi ne pas abolir la peine de mort, ne pas autoriser l'avortement, ne pas autoriser le mariage entre personnes du même sexe. Donc ce critère-là, tout ce que des lois ont fait en démocratie, car nous sommes en démocratie, eh ben, ça peut être défait par un autre pouvoir ou une autre démocratie. Alors, ouais, pour reprendre la parole une seconde, je ne crois pas qu'effectivement il faille absolutiser les lois très anciennes. Je tenais simplement à rappeler certaines choses, parce que je m'aperçois que depuis une semaine, on entend absolument tout et son contraire sur la question du caractère plus ou moins traditionnel en France du droit du sol. Donc vraiment rappeler deux, trois choses. Par ailleurs, sur la manière dont l'annonce de la mesure de Gérald Darmanin, annoncée par Gérald Darmanin, a été reçue par la classe politique. Alors certes, une certaine gauche pousse des cris d'orfraie sans argumenter beaucoup plus, mais en revanche, une certaine droite aussi se frotte les mains, applaudit la mesure en disant que, en réalité, c'est une mesure qui est récupérée directement du programme du Rassemblement national ou du Parti Reconquête. Et Éric Zemmour a même appelé de ses voeux l'extension d'une telle mesure à tout le territoire français. Donc je ne pense pas que ce soit reçu politiquement comme un simple épiphénomène qui ne concernerait que Mayotte. Là où on peut éventuellement avoir peur, ou en tout cas se poser des questions, parce qu'on est en droit de penser que c'est une bonne mesure, mais dans ce cas-là, il faut le dire. Il ne faut pas avancer masqué. Alors justement, oui, Elisabeth. Déjà, ce n'est pas une mesure spécialement... alors concernant Mayotte, en tout cas, ce n'est pas une mesure spécialement de Reconquête ou du RN. Un de ceux qui l'appelle de ses voeux depuis très longtemps dans l'hémicycle français, c'est Mansour Kamardine, qui est un député LR depuis maintenant pas mal d'années, et qui est un élu notable du coin, et qui fait un travail, j'ai l'impression, assez faramineux, et qui essaye de sensibiliser les Français de métropole à la question de Mayotte. C'est vraiment, dans la bouche des Mahorais, c'est quelque chose qu'on entend depuis absolument des années. Donc, ce qui n'enlève rien au fait que les deux partis d'extrême droite que je viens de citer se réjouissent s'en frottent les mains et appellent surtout à l'extension de la mesure à tout le territoire français. On l'a entendu plusieurs fois. Non, mais bien sûr, mais moi là-dessus, j'assume le fait qu'il faut, à mon avis, effectivement profiter de ce débat-là pour élargir les termes du débat. Là-dessus, moi, je n'avance pas masqué. Je pense que Mayotte est pour nous une forme de laboratoire. Jusqu'à présent, s'il fallait se donner des projections de ce que serait un pays soumis à une déferlante migratoire qui rendrait le pays hors de tout contrôle, ou en tout cas qui abolirait presque la notion même de service public sur place et qui rendrait toute politique quasiment impossible sur le territoire, Mayotte nous en donne un exemple qui n'est pas un exemple issu d'une littérature apocalyptique ou catastrophiste. On n'est pas dans le camp des saints de Raspail, on est dans la réalité d'un département français réellement existant aujourd'hui. Et effectivement, je pense que Mayotte joue un rôle apocalyptique au sens presque biblique, c'est-à-dire de révélation, où il nous interroge en nous disant, voilà, nous, on est la situation de rupture, la situation à la limite, la situation à l'extrême. Nous qui ne sommes encore pas du tout dans cette situation-là, mais qui y avançons tranquillement, à pas lents mais certains, en tout cas presque certains, qu'est-ce que ça nous dit ? Et effectivement, qu'est-ce que ça dit des réformes du droit qu'il va falloir faire en France ? Ça rejoint d'ailleurs toutes les questions qu'on a entendues en décembre-janvier sur faut-il changer la Constitution pour pouvoir faire des référendums sur le sujet de l'immigration, etc. Mais personnellement, ça ne me gêne pas qu'on profite le mot est dur, mais que la tragédie qui se déroule à Mayotte nous interroge et nous fasse élargir le débat. Ça me semble même plutôt une mesure une démarche de bon sens. Je ne suis pas sûr que le fait de toucher au droit du sol tel qu'il existe aujourd'hui en France soit la solution qui nous prémunira d'une immigration non contrôlée. Comme je l'ai expliqué au début, le droit du sol est quand même extrêmement encadré en France, donc ce n'est pas un claquement de doigts de devenir français. Et je ne suis pas sûr que l'appel d'air de l'immigration vienne du fait qu'on se dit « Tiens, si j'y reste 13 ans et que dans telles conditions et que j'ai un père qui est comme ça, je finirai français ». En réalité, on vient en France pour d'autres raisons. Quand on vient en France, en particulier quand on est saisi par l'extrême misère ou le désespoir chez soi. Il me semble qu'il faut donc pas simplifier les choses. Est-ce qu'il y a moins d'immigration massive dans certaines régions de l'Allemagne où c'est le droit du sang qui prévaut ? C'est pas sûr.
Oui, je voulais simplement dire une remarque quand même. Quand vous dites que Reconquête et le Rassemblement national s'est réjoui de ces mesures, est-ce que le fait que Reconquête ou le Front National et le Front National approuvent une mesure, la disqualifie en disant ben non, si ça veut dire que c'est mauvais. Donc, sur la question du droit du sol, sur les raisons pour lesquelles un certain nombre de ressortissants du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne ou dans certains autres pays viennent en France. Alors, à chaque fois, on invoque la misère, l'extrême misère, etc., etc. La réalité, qui est la réalité, c'est que ceux qui viennent notamment d'Afrique, mais aussi du Maghreb, enfin surtout d'Afrique, eh bien, ce sont les classes moyennes. C'est-à-dire des gens qui ont moyen de payer au moins $5 000 pour la traversée. Et il y a eu une étude sur les nounous, vous savez, africaines qu'on voit dans les squares, etc. Elles ont tous au moins le bac. Donc, c'est dit que c'est la pauvreté etc. Il y a certainement, c'est multifactoriel, mais on isole en disant ces pauvres Africains etc. Il faudrait développer chez eux plutôt que leur prospérité, plutôt qu'ils viennent essayer de la chercher en France. Non, donc la question du droit du sol est une question que doit poser, qui doit être tranchée par les Français eux-mêmes, soit par référendum, soit en envoyant une majorité qui est favorable, et que en démocratie, ce qu'une loi a fait, une autre peut défaire, c'est tout. Simplement, une phrase quand même, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là-dessus, c'est que l'immigration massive n'est pas un non-phénomène, il y a bien une origine, il n'y a pas une immigration massive des Français vers les États-Unis d'Amérique, par exemple, comme un Eldorado absolu. Donc si les gens partent de chez eux et veulent plus vivre chez eux, c'est quand même qu'il y a une raison. Allez, on pourrait en parler encore très longtemps. Mais le temps file, je voudrais qu'on passe au deuxième sujet de ce grand débat. Il y a tout juste une semaine, la mort de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux. Il emmène avec lui la peine de mort. Mercredi, un hommage national lui a été rendu. Il était également un grand opposant à l'euthanasie. Les uns, les autres, qu'est-ce que vous garderez de lui et qu'est-ce que ces combats vous inspirent? Guy Baret. Écoutez, je crains que l'arbre de l'abolition de la peine de mort cache la forêt du bilan de Badinter sur la sécurité des Français. Je ne veux pas reprendre le débat sur la peine de mort. Et la première chose que Robert Badinter a fait, c'est supprimer la loi sécurité et liberté d'Alain Peyrefitte, qui permettait d'accentuer la répression contre les grands actes de violence, pour remplacer la peine de mort. Bon, la peine de mort était remplaçable par nature, mais il a supprimé un projet, enfin, il n'a pas été jusqu'au bout d'un projet de loi voulant une peine incompressible de 30 ans, et qui a été rétabli en 1994 par Pierre Méhaignerie. Il a supprimé la Cour de sécurité de l'État, qui visait à réprimer les actes terroristes. Mitterrand et lui ont refusé d'extrader ceux qu'ils appelaient les combattants de la liberté, c'est-à-dire les terroristes des Brigades Rouges, en Italie, ou la bande Abadère en Allemagne. Tout ça, c'est une certaine conception. Robert Badinter disait que la prison était criminogène, ou d'une façon plus familière qu'elle était un pourrissoir. Donc l'idée, c'est que les gens aillent de moins en moins en prison. Il a refusé de bâtir de nouvelles prisons. Il faudra attendre sous Chirac que 13 000... C'est Albin Chalandon qui a décidé de bâtir 13 000 places de prison. Alors, si on supprime la peine de mort, si on refuse la perpétuité réelle, pas, comme dit Badinter, ce qui serait une peine de mort à petit feu, si on refuse des peines incompressibles, si la prison est criminogène, est un pourrissoir, et qu'il faut y mettre le moins de gens possible, ce qui fait de plus en plus de criminels en liberté. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais éditorialiste d'un journal qui était peu favorable à Robert Badinter, et j'avais posé la question,
parmi les arguments développés par Robert Badinter, au-delà des arguments éthiques, il disait, ben voilà, la justice n'est pas infaillible et on peut exécuter des gens qui sont finalement innocents. En réalité, il y en a très peu. Il y en a la dernière fois où c'est avéré, c'est l'affaire du Courrier de Lyon. Mais quand le juge d'application des peines, lui non plus, n'est pas infaillible, et lorsqu'il accorde des permissions de sortie, lorsqu'il raccourcit les peines en question, eh bien on sait statistiquement parlant que parmi ceux-là, il y en a qui récidiveront gravement des crimes, des viols, etc. Alors, quand je pose la question, je l'ai même posé collaborateur de Robert Badinter en son temps, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez c'est nécessaire pour la paix dans les prisons, pour donner un espoir, pour etc., etc. Ce qui signifie concrètement que pour le confort des détenus, eh bien, tous les ans, il y a statistiquement quelqu'un qui est violé, quelqu'un qui est assassiné, etc. Et c'est le tribut qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que les honnêtes gens doivent payer pour le confort des détenus. J'ajoute une chose, c'est que M. Mitterrand a dit, dans ma conscience, je suis contre la peine de mort. Il se trouve que en 1973, François Mitterrand avait signé une proposition de loi de Gaston Defferre, président du groupe socialiste, voulant appliquer la peine de mort aux trafiquants de drogue. Il se trouve qu'en septembre 81, il y a une conférence de presse à l'Élysée où j'étais et j'ai posé la question à M. Mitterrand. Et j'ai retrouvé le texte. J'ai dit, mais enfin, alors M. Mitterrand m'a répondu, il y a une petite malice, M. Barret, dans votre question, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était la discipline de groupe, etc. C'est-à-dire au-dessus de sa conscience, au-dessus de sa conviction si profonde contre la peine de mort, et il y avait une autre instance morale qui était la discipline de groupe. Voilà, personne n'en parle, mais c'est comme ça. Elisabeth Geffroy. Oui, pour ma part, je pense qu'effectivement, le bilan politique de Robert Badinter ne doit pas être soustrait à toute critique. Et je pense qu'il aura notamment couvert de son aura de conscience morale, de tribun, de grand sage, certaines mesures de la politique juridique et immigration et de l'immigration de la gauche des années 80-90. Alors qu'aujourd'hui, on en voit certains effets délétères. Il avait censuré, quand il était à la tête du Conseil constitutionnel, par exemple, les mesures de la loi de Pasqua contre l'immigration au nom d'une atteinte excessive aux droits fondamentaux des hommes. Parmi ces mesures qui auraient atteint les droits fondamentaux de l'homme, on avait par exemple le passage de 7 à 10 jours de la durée de détention d'un clandestin qui refuse de décliner son identité et son pays d'origine. Bon, il ne me semble pas qu'on soit dans le retour des geôles fascistes avec cette mesure-là. Bon, il avait quand même contribué un peu à toute cette tendance-là. C'est lui quand il était garde des Sceaux, qu'on avait ratifié l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait qu'un Français peut saisir cette convention contre la France, etc. Bon, je ne pense pas que son bilan, effectivement, me plaise unanimement. Maintenant, je pense qu'en fait, c'est ce qui fait que cet homme, pour l'instant, remporte une forme d'unanimité politique, ou presque, c'est que c'est un socialiste à l'ancienne, c'est un homme de gauche à l'ancienne, ce qui fait qu'on en a une forme de tendresse, parce que quand on voit le naufrage de la gauche actuelle, outrancière, qui a abandonné à cause du peuple, du travail, etc., forcément, c'est le genre d'homme pour lequel on a une forme de nostalgie, je pense. Je vous interromps, on reprend ce débat, on reparle encore de Robert Badinter juste après la pause, avec dans quelques instants le Flash Info d'Hugo Caro.